la visio et je laisse la parole à Antoine Lamarche pour démarrer. Alors, bonjour à tous, merci d'être présent à cette visio. Donc, c'est un nouveau format qu'on teste, confinement oblige. Pour remettre un peu dans le contexte de cette visio, avec nos amis d'Unitech, on a une action de veille technologie sociétale qu'on fait au cours de l'année. Avec deux types de produits, donc des dossiers, et c'est un peu l'idée de la restitution aujourd'hui, qui sont des dossiers assez lourds, qui vont entre 20 et plus de 30 pages, sur des sujets globaux, techno, donc en particulier là, les jumeaux numériques, et des notes de veille qui sont, on va dire, un éclairage plus succinct sur des sujets, on va dire, moins denses en termes d'information, et donc là, ce sont des recto verso, qui sont diffusés au fur et à mesure. Donc, vous pouvez accéder quand vous êtes bien sûr membre de Digital Aquitaine ou d'Unitech. Et on essaye, sur les gros dossiers sur lesquels il y a de la matière, de faire une restitution. Jusqu'à maintenant, évidemment, on la faisait plutôt en présentiel. Là, ce n'est pas le cas. Et il y a de la matière sur jumeau numérique, qui est un dossier qui a été produit par les équipes d'Unitech et d'Alexandre en particulier en décembre. C'est un sujet, je pense, assez fondateur pour le futur, en particulier sur la dimension usine du futur et sur la partie santé. Une grosse partie du dossier d'Alexandre porte sur la santé et les jumeaux numériques. Donc effectivement, notre vision est décomposée en deux parties, on va dire. Une partie où Alexandre va nous donner la substantifique moelle de ce dossier, pour vous donner qu'est-ce que ça veut dire le jumeau numérique, quelques cas d'application, et on aura 3 témoignages de membres de Digital Aquitaine qui utilisent aujourd'hui concrètement ces jumeaux numériques dans un certain nombre de marchés, sur un certain nombre de marchés en réponse à certaines problématiques. Donc on a trois intervenants, donc une pour GRBIM sur la partie immobilier ou bâtiment, on va dire. Level S3D qui est aussi sur la dimension simulation, mais il expliquera certainement beaucoup mieux que moi des bâtiments aussi et tout ce qui touche à la virtualisation. Et puis aussi Numi sur la partie plutôt santé, sur on va dire l'utilisation du jumeau numérique pour optimiser tout ce qui est posture, comportement, en particulier dans les usines et en particulier dans les usines du futur. Donc voilà comment ça va se structurer. Je vais céder la parole rapidement à Alexandre pour qu'il puisse vous donner les quelques éléments qu'il a extraits de ce dossier qui est assez dense, qui est donc disponible sur le site de Digital Aquitaine et celui d'Unitech. Et ensuite, effectivement, il y a une phase questions-réponses auquel vous pourrez participer en interrogeant à la fois Alexandre sur des points plus précis de son dossier et ou nos intervenants sur les problématiques qu'ils ont mis en œuvre, auxquels ils ont répondu avec ces technos de jumeaux numériques. À toi, Alexandre. Merci beaucoup. Alors, je vais vous partager mon écran de suite. Je vais me mettre en mode diaporama. Est-ce que… Alors, attendez, je fais n'importe quoi. Voilà, est-ce que c'est bon? Parfait. Tout le monde le voit? OK. Donc, merci. Je me présente rapidement. Donc, je suis Alexandre Bertin, je suis responsable de la veille et de la prospective à Unitech. Et donc, aujourd'hui, comme l'a signalé Antoine, je vais faire un condensé rapide. Je pense parler un gros quart d'heure, sur le jumeau numérique suite au dossier qu'on a réalisé donc en décembre 2019 en partenariat avec les Digital Aquitaine. Et donc, pour rentrer directement dans le sujet, définir un petit peu ce qu'on entend par jumeau numérique, on va reprendre la définition de l'Alliance Industrie du Futur, qui est une instance qui a été créée en 2015 pour accompagner la modernisation de l'industrie française. Et parmi les prérogatives, il y avait travailler sur la généralisation ou le développement du jumeau numérique dans l'industrie. Donc, j'ai retenu cette définition qui est suffisamment large finalement pour embrasser les différents secteurs d'activité qu'on verra un peu plus tard. Donc, pour l'Alliance Industrie du Futur, le jumeau numérique, c'est en fait un clone virtuel d'un système physique, un objet en gros, et ou d'un processus.
Alors, pour bien comprendre le jumeau numérique, on peut reprendre schématiquement la décomposition d'un jumeau numérique. En fait, il est décomposé en 3 parties, comme vous le voyez à l'écran. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'espace physique. C'est l'objet, le processus, le système finalement qui est réel dans la vraie vie et qu'on va chercher à virtualiser. Donc pour cela, on va ici à l'image d'un chantier qui est un système à part entière. On va relever des mesures, on va prendre en compte la présence sur le chantier des bâtiments, on va prendre en compte la présence des ouvriers, des matériaux, mais également des machines et des outils. On va relever toutes les caractéristiques de ce chantier physique et on va l'injecter sous forme de data dans un logiciel informatique pour avoir une représentation en tout point fidèle, mais virtuelle, où tous les éléments de notre espace physique vont être pris en compte et vont être modélisés. Et dans cet espace virtuel, qui est en fait en gros une somme d'algorithmes, on va faire varier des paramètres, on va émettre des hypothèses en faisant varier ces paramètres et on va évaluer l'impact de la variation de tel paramètre ou de tel autre sur les caractéristiques de notre jumeau numérique. Et une fois qu'on aura évalué l'impact de la modification des paramètres, on va renvoyer l'information vers l'espace physique afin que toutes les parties qui sont réellement ici sur notre chantier vont pouvoir en temps réel évaluer l'influence de telle ou telle action et donc prendre en compte cette influence-là pour agir, pour travailler et pour informer les autres corps de métier avec lesquels ils sont en coopération sur le chantier. Donc voilà en gros comment on peut décomposer un jumeau numérique. Alors c'est un marché qui est en plein essor. Les différentes études montrent que à l'horizon 2026, plus de la moitié des industries manufacturières seront équipées d'un jumeau numérique contre 4% en 2017. Donc ça fait un taux de croissance annuel moyen d'à peu près 30% et ça représentera un marché donc surtout dans l'industrie, les autres secteurs d'activité ne sont pas pris en compte ici, de 20 milliards d'euros en 2026. Donc on voit qu'on est sur un sujet qui commence à être chaud. De nombreuses industries sont d'ores et déjà équipées de jumeaux numériques. On retrouve des entreprises et des startups, vous verrez des présentations un petit peu plus tard, qui développent des solutions. Donc on est vraiment sur un sujet de tendance de fond. Alors, avant de montrer les exemples, je voudrais revenir sur les différentes formes que peuvent revêtir ces jumeaux numériques. En gros, il y a 3 formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle une forme partielle, où dans le chantier qu'on avait à l'image tout à l'heure, on ne va pas numériser, on ne va pas virtualiser et modéliser l'ensemble du chantier, mais on va s'intéresser à certaines parties sur lesquelles on veut mener des simulations, où on veut faire varier des paramètres. On veut également peut-être les surveiller, on verra plus tard pourquoi. Donc en fait, on va utiliser des jumeaux numériques qui vont reprendre certaines parties du processus, du système. Ici, à l'écran, par exemple, on voit que sur un chantier, on ne va pas virtualiser tout le chantier, mais juste les gaines qui conduisent les fluides sur le chantier, parce que peut-être que ces gaines, ce sont des composants qui sont fragiles, et donc on va peut-être devoir mener des simulations pour voir la résistance dans le temps, aux chocs, aux ondes sismiques, etc. Et ça, on va le faire de manière virtuelle avant de passer sur le chantier et l'installation des gaines sur le chantier. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle la forme clonée. Ici, on va reproduire à l'identique l'objet ou le processus, le système, on va le reproduire à l'identique afin soit à des fins de prototypage, c'est-à-dire que on va prototyper et faire varier des paramètres afin d'améliorer la production de l'objet, ou alors pour réaliser ce qu'on appelle des crash tests virtuels, c'est-à-dire qu'au lieu de tester ici, par exemple, en réel, la turbine, ce qui coûte beaucoup d'argent, on va tester des hypothèses sur le jumeau numérique, et une fois que les résultats auront été obtenus, on va pouvoir
transférer ces résultats lors de la fabrication de la turbine réelle. Et enfin, la dernière forme, c'est ce qu'on appelle la forme augmentée. Ici, l'idée, ça va être de numériser, de virtualiser, de créer un jumeau numérique et de faire varier donc les paramètres dans les algorithmes, et les résultats obtenus vont être directement injectés dans l'objet physique qui a servi de modèle à la numérisation. L'idée, ça va être donc d'alimenter en temps réel d'informations l'objet physique, et ça c'est particulièrement vrai sur les chaînes logistiques par exemple, où on va faire varier les cadences de manière numérique, et en fonction des résultats obtenus, eh bien, les résultats vont être réinjectés sur la chaîne logistique, la chaîne de production, et la cadence va varier sur la chaîne physique. Donc voilà en gros pour les différentes formes de jumeaux numériques qu'on retrouve dans les divers secteurs d'activité. Et c'est ces secteurs d'activité que je voudrais aborder maintenant avec différents exemples. Et un des domaines dans lequel on retrouve beaucoup d'entreprises qui travaillent sur le jumeau numérique, c'est tout ce qui concerne la maintenance. La maintenance, c'est un sujet qui est très porteur, parce que jusqu'à présent, on avait deux grands modèles de maintenance. On avait la maintenance corrective, on va dire. Ça, c'est le modèle historique, où on attendait de constater une panne ou qu'une machine tombe en panne pour intervenir, soit pour la réparer, soit pour la changer. Après ça, on a eu la maintenance préventive, où là, on va mettre en place un calendrier d'intervention, c'est-à-dire que le technicien va intervenir sur les machines à des moments réguliers et constater s'il y a lieu qu'il y a une panne et donc changer des pièces, ou sinon constater le bon fonctionnement de la machine et laisser la machine telle qu'elle et revenir 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. Par exemple, chez vous, si vous avez une chaudière, c'est ce qui se passe. Tous les ans, vous allez avoir un contrôle, et que la chaudière soit en bon état ou qu'elle présente des faiblesses, le technicien va passer chez vous et va vous facturer la maintenance de la machine. Donc, ces deux modèles-là, les deux modèles historiques de la maintenance, en fait, coûtent très cher, que ce soit en termes de ressources humaines, puisqu'il faut déployer sur le terrain de nombreux techniciens, mais également pour les entreprises qui sont obligées d'attendre la panne pour intervenir ou pour changer la machine. Donc, c'est la raison pour laquelle on se dirige de plus en plus dans le secteur de la maintenance vers la maintenance prédictive, où on va retrouver finalement le jumeau numérique qui va servir à… c'est une modélisation des machines que l'on va faire finalement vieillir prématurément. On va lancer sur le jumeau virtuel, on va lancer la simulation d'utilisation, et on va constater sur les différentes pièces l'usure, et ça va permettre de mettre en place des alertes, et quand l'alerte est déclenchée, le technicien sait qu'il va devoir intervenir avant que la panne arrive. On retrouve cela dans le milieu de l'ascenseur et de l'escalator, avec les exemples de Kone et de ThyssenKrupp que vous voyez à l'écran. Ces deux sociétés ont virtualisé le parc d'ascenseurs et d'escalators, et ça leur permet d'intervenir en physique par rapport à des modèles prédictifs qu'ils auront mis en place sur l'usure prévue des matériaux, d'intervenir avant que la panne arrive. Et on se doute bien que, par exemple, dans les buildings, il faut intervenir avant qu'il y ait une panne, parce que sinon, ça crée quand même quelques problèmes pour les personnes qui vivent dans ces immeubles. Le deuxième univers dans lequel on retrouve aussi beaucoup les jumeaux numériques, c'est tout ce qui concerne la Smart City, et plus précisément la gestion des bâtiments, du bâti, tout ce qui concerne la planification urbaine également, où on va avoir recours aux jumeaux numériques pour prendre des décisions, notamment dans le cadre des échanges entre les différents corps de métier autour du bâti et du bâtiment. Jusqu'à aujourd'hui, on utilisait beaucoup le BIM, le Building Information Modeling, qui est en fait une grosse base de données qui va être alimentée par les différents corps de métier qui interviennent sur un bâtiment. Et chaque corps de métier va alimenter avec ces données la base de données, et de manière séquentielle, toutes les personnes qui vont être impliquées dans le chantier vont avoir l'information.
sauf qu'on est sur une information qui est séquentielle. Avec le jumeau numérique, on va créer un double numérique du bâtiment, de la structure que l'on veut construire, et en temps réel, chaque corps de métier va pouvoir faire varier des paramètres, estimer en fonction des paramètres, des données entrées par les autres, enfin saisies par les autres corps de métier, à quel moment ils vont intervenir, quelles conséquences leur intervention va avoir sur les autres corps de métier. Bref, cette virtualisation va permettre un échange de données en temps réel beaucoup plus efficace qu'on peut l'avoir avec un BIM classique utilisé depuis 20 ans dans le milieu de la construction et de l'architecture. On peut également, au niveau des collectivités, utiliser le jumeau numérique comme un outil de démocratie locale. Alors, comment ça fonctionne? En fait, on a des entreprises, notamment l'entreprise Vectuel, qui est une entreprise bordelaise, qui va travailler avec des collectivités pour proposer des jumeaux numériques, donc une virtualisation de la ville, avec toutes les données fournies par la ville. On va avoir finalement une maquette virtuelle de la ville. Et ça, les villes, comme ici à Saint-Denis, les maires, les administratifs, les personnes administratives vont pouvoir proposer aux citoyens ces plans virtuels et les informer sur, ici, par exemple, l'impact du remontage de la flèche de la basilique, qui est un projet qui a été mené à Saint-Denis. Ça permet ainsi aux citoyens de visualiser l'impact que va avoir ce chantier-là sur les commerces alentours, sur les modes de déplacement, etc. Donc ça, c'est la première, c'est à titre illustratif, ou en tout cas pour informer, à titre informatif. Mais on a également un véritable outil démocratique, puisqu'encore une fois, l'entreprise Vectuel a travaillé avec la SNCF et la ville de Nemours au franchissement d'un aiguillage de chemin de fer. Vectuel et la SNCF et la ville de Nemours ont réalisé des jumeaux numériques de l'aiguillage et des alentours et ont proposé aux habitants des quartiers, mais également un peu plus large, à tous les usagers qui utilisent le franchissement, ont proposé des hypothèses, des versions différentes du pont, et ont demandé aux citoyens de se prononcer sur le pont qui leur semblait le plus efficient en termes de franchissement, le plus agréable pour les riverains, etc. Et donc là, le jumeau numérique, il va permettre aux gens de s'exprimer et aux communes de renforcer finalement la participation au projet des citoyens. Ça, c'était le deuxième exemple. Et enfin, pour terminer, l'exemple qui est un peu plus dans la prospective, c'est tout ce qui concerne la santé. Jusqu'à présent, aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment de mixer numérique et génomique notamment dans le traitement du cancer. On avait fait un dossier justement avec Digital Aquitaine il y a quelques mois sur ce sujet-là, mais on est toujours dans une approche un petit peu curative. L'idée maintenant, c'est d'essayer d'anticiper finalement les plans de traitement et surtout d'adapter les traitements aux patients et à la maladie. Et pour cela, on va avoir recours aux jumeaux numériques avec ce qu'on appelle l'approche in silico. Donc, classiquement, dans le milieu médical, on a l'approche pro pour la recherche, in vivo sur les tests sur les êtres vivants. Et dorénavant, on a aussi l'approche in silico où on va virtualiser, comme on l'a fait précédemment avec notre chantier, mais on le fait maintenant sur les patients, sur les organes, sur les tumeurs, sur toutes les fonctions et toutes les fonctionnalités du système biologique humain ou animal. Le but, ça va être de modéliser, de simuler et également de visualiser tous les processus biologiques grâce à l'informatique. L'idée ici, ça va être de tester des hypothèses. Donc là, ici, par exemple, vous voyez qu'on a le jumeau numérique du thorax d'une personne. Donc, on représente son cœur, ses poumons, on représente également les os de la cage thoracique. Et l'idée, ça va être de tester des hypothèses sur le modèle virtuel avant de lancer des traitements ou des plans de traitement pour guérir une maladie. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir une médecine qui est beaucoup plus personnalisée. Ça va nous permettre également, le jumeau numérique, de
de définir plus finement les dosages des médicaments. Et c'est, à titre d'exemple, l'objectif de cette start-up parisienne qui s'appelle Terra Panacea, qui travaille sur un double jumeau numérique, celui d'un patient et celui de sa tumeur. Et l'idée, ça va être, grâce à la virtualisation et aux jumeaux numériques, de simuler des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, de les simuler numériquement, de voir l'impact sur la tumeur. Est-ce que ces traitements-là ont un impact positif sur la tumeur, mais également d'évaluer les effets secondaires qui peuvent apparaître lors du traitement. Et donc, grâce à ça, le médecin et l'oncologue vont pouvoir affiner les traitements en fonction des réactions du jumeau numérique sur la tumeur, mais également sur le patient. Donc voilà, très rapidement, hein, c'est très rapide, les grands domaines qui sont aujourd'hui concernés par le jumeau numérique. Comme le disait Antoine en préalable, dans le dossier que vous retrouvez sur les différents sites internet et sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup plus d'exemples. Notre site internet aussi, vous pouvez retrouver toutes les notes de veille. Et je vous invite également à nous rejoindre pour les 30 ans d'Unitech qui auront lieu le 8 septembre à l'Arena, où Laurent Pierre, donc le responsable informatique qui est quelque part à l'écran, le responsable sécurité d'Unitech, et moi-même, on présentera les signaux 2020. Donc c'est notre grosse conférence lors de laquelle je reviendrai plus en détail sur le sujet du jumeau numérique. Voilà, merci à tous. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Donc voilà, l'idée était vraiment de balayer rapidement les différents sujets. On a essayé de faire un focus sur 2 ou 3 sujets et pouvoir ensuite les illustrer par les personnes qui vont venir, j'allais dire pitcher, oui, qui vont pitcher virtuellement devant vous. Alexandre a fait effectivement référence au 8 septembre pour les signaux numériques, mais de façon spécifique, nous aussi, on aura un petit événement encore centré sur les jumeaux numériques, mais qui sera plus centré sur la mobilité, puisque dans l'activité Digital Aquitaine, on a aussi une partie au-delà de l'usine du futur, qui est plutôt le sujet d'aujourd'hui, des sujets sur la mobilité, et les jumeaux numériques sont aussi utilisés sur ces marchés-là. Donc, il y aura restitution, tout le moins un travail en atelier autour de Topos, qui est la communauté Digital Aquitaine qui travaille sur la mobilité, autour des sujets du jumeau numérique. Et ça se tiendra. A priori, aujourd'hui, on l'a fait en présentiel le 2 juillet, mais on verra en fonction de l'évolution des choses si ça gardera ou ça changera. Petite précision, ce type d'atelier est réservé aux membres de Digital Aquitaine, alors que voilà, quelquefois sur les restitutions, on peut être un petit peu plus large. La suite, donc c'est plutôt les témoignages, donc au-delà de la partie, j'allais dire, académique, ou essayer de comprendre pédagogiquement ce que veut dire les jumeaux numériques. L'idée était de pouvoir illustrer ça avec 3 témoignages. Le premier, c'est GRBIM. Je ne sais pas si Emilienne est OK. Pour venir illustrer une partie. Donc, je te cède la parole. OK. Est-ce que en termes de son, on est bon? Parfait. Parfait. Alors, on va faire un partage d'écran. OK. Alors, bonjour à tous. Je suis donc Emilienne Poutot, cofondatrice de la start-up GRBIM. Alors, un certain nombre de notions passionnantes ont été abordées par Alexandre juste avant. Donc, je vais insister sur certaines notions, moi, parce que je vais vous parler de pas n'importe quel jumeau numérique. Je vais vous parler du jumeau numérique du bâtiment en mettant en perspective ce jumeau numérique à travers, en effet, l'activité du BIM. Alors, rapidement, pour présenter l'entreprise, c'est une start-up que nous avons créée il y a 3 ans avec un associé qui est architecte de formation. Je vous pitch très rapidement les objectifs et les contours de notre projet. Ça va donner du sens avec le jumeau numérique dont on va se parler après. Le premier objectif de notre entreprise à GRBIM, c'était d'abord de faire du BIM pour tous avec une attention particulière donnée aux artisans, aux TPE et aux petites PME du bâtiment qui représentent 95% de nos entreprises dans le bâtiment.
On avait aussi un objectif qui était de faire du BIM sur la globalité du cycle de vie du bâtiment, avec une attention particulière donnée à la maintenance. Alors Alexandre en a beaucoup parlé avant. Dans notre métier, on parle de BIM GEM, BIM gestion, exploitation, maintenance, qui est une étape cruciale dans la vie du bâtiment, puisqu'elle représente à elle seule 75 à 80% du coût total de la vie du bâtiment. Donc, c'est clairement une étape où on a des enjeux financiers, Alexandre l'a dit, mais on a aussi d'autres types d'enjeux qui sont des enjeux d'ergonomie. On a énormément de solutions aujourd'hui qui visent à accompagner la gestion, exploitation, maintenance de ces bâtiments. Ce ne sont pas forcément des solutions BIM, ce ne sont pas forcément des solutions digitales tout court. Et notre activité de R&D à GR BIM, c'est de créer une solution qu'on a baptisée BIM Player qui vise à simplifier, rendre ergonomique l'exploitation maintenance des bâtiments via la maquette numérique du bâtiment. Et c'est là véritablement que la notion de jumeau numérique est importante et que nous, on essaye de mettre en perspective au quotidien dans notre activité. Alors, je vais commencer par vous faire un état des lieux de ce jumeau numérique. Je vais commencer par vous dire et par dénoncer une idée reçue qui est à court dans notre filière, qui est de croire en fait que la maquette numérique et le jumeau numérique, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. La maquette numérique, c'est une maquette 3D du bâtiment alimentée en informations. On considère aujourd'hui que cette maquette numérique représente environ 30% du jumeau numérique du bâtiment, avec dans ces 30% une partie de data graphique, c'est la fameuse 3D que vous avez en arrière-plan, par exemple sur le schéma, le bâtiment que je vous propose, et une partie de l'information alphanumérique. Alors la notion de la définition, et de l'étymologie des mots, Alexandre l'a dit. Un jumeau, c'est quelqu'un ou quelque chose avec qui on partage un même patrimoine, un même ADN. Et aujourd'hui, dans le BIM, les maquettes numériques qui sont produites ne sont pas des jumeaux numériques des bâtiments parce que nous avons seulement une partie de l'information. En revanche, elle constitue un point de départ important. Aujourd'hui, cette maquette numérique, elle est utilisée essentiellement sur les phases conception par nos maîtres d'œuvre et en phase chantier par nos entreprises du bâtiment. On commence à parler en théorie de BIM en phase d'exploitation maintenance parce qu'on commence simplement à parler en effet de gestion digitale de bâtiments. Donc là, il faut mettre en perspective ce que disait tout à l'heure Alexandre, c'est les notions de bâtiment intelligent, de smart building. Et c'est vraiment quand on pense le jumeau numérique de cette façon-là qu'on peut mettre en œuvre véritablement une gestion digitale et un principe de communication entre le bâtiment et différentes applications, entre le bâtiment et ses exploitants, entre le bâtiment et aussi ses usagers. C'est le défi vraiment du smart building de faire des bâtiments de véritables plateformes de services. Les défis d'aujourd'hui et de demain. Alors, on a un premier défi dans le bâtiment, c'est qu'il faut qu'on arrive à doter le bâtiment numérique et ce fameux jumeau numérique de données fiables. Dans notre métier, aujourd'hui, on a une nouvelle compétence, un nouveau métier qui s'appelle le BIM Management. On a des BIM managers sur les chantiers qui sont pilotés en BIM dont une des missions, c'est de contrôler et de viser les datas qui sont implémentées dans les maquettes numériques. Alors, pourquoi la question de la fiabilité est importante ? Simplement, il est absolument inenvisageable de bouleverser un modèle d'exploitation-maintenance aujourd'hui, même s'il ne fonctionne pas tout à fait bien pour les raisons qu'Alexandre a évoquées tout à l'heure, sans garantir à nos maîtres d'ouvrage, à nos exploitants, que ces données sont fiables et qu'on peut compter dessus. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, c'est le deuxième défi. Il faut mettre à jour le bâtiment numérique. Il faut actualiser
les données du bâtiment numérique, que ce soit d'un point de vue graphique ou d'un point de vue alphanumérique. Et sur cette partie-là, on a besoin d'un engagement fort de nos maîtrises d'ouvrage, privées comme publiques, sur cette notion d'entretien. En fait, là, il faut juste comprendre que de la même manière qu'on entretient son bâtiment physique, eh ben, on entretient aussi son bâtiment numérique. Et c'est comme ça que le jumeau numérique pourra véritablement bien fonctionner. On a un troisième défi, c'est pareil, Alexandre l'a dit, qui consiste à faire communiquer le bâtiment physique avec son avatar numérique, son jumeau numérique, par le biais des IoT. Alors, je sais qu'il y a un intervenant après moi qui va en parler. Les IoT, vous le savez, c'est tout d'un coup les objets du quotidien qui se dotent de l'intelligence d'Internet. Et ça, c'est un défi d'avoir en effet une synchronisation permanente et fiable des données échangées. Si on a un bug dans la synchronisation, eh ben, on n'a plus un jumeau numérique, on a tout de suite un modèle qui devient obsolète. Alors, la notion de maintenance prédictive est aussi fondamentale dans le bâtiment. L'idée avec le jumeau numérique dans notre filière, c'est de petit à petit arrêter de faire les pompiers avec nos bâtiments, de laisser de côté la maintenance curative qu'on a aujourd'hui, hein, avec laquelle on travaille, et de mettre véritablement en œuvre une maintenance prédictive avec en effet des algorithmes, des outils capables de nous prédire des courbes de consommation, pourquoi pas des nouveaux usages, et de nous guider sur le devenir du bâtiment et par répercussion de ses usagers. Emilia, oui. Je suis le maître des horloges. Le temps tourne. Il faut, si on veut avoir les 3 personnages, je suis désolé. Oui, alors je fais vite. Ça va aller vite pour la suite. Hein. Alors, le devenir du jumeau numérique, c'est ma dernière slide. Hein. Le jumeau numérique, est-ce qu'il va exister? Est-ce que ça va fonctionner? Nous, on est en prise au quotidien à GRBIM avec ce type de questions. Vous savez, comme partout, on a le fantasme, ce qu'on peut lire sur Internet, la théorie et la pratique et la vision opérationnelle des projets. Alors aujourd'hui, quand même, tout nous porte à croire que ce jumeau numérique va exister, mais tout reste à faire, tout reste à construire. On a besoin, je le disais, de la mobilisation et de l'engagement des maîtres d'ouvrage, mais de toute la filière. Donc, on a quelques belles années devant nous pour accompagner ce changement. Je tiens à dire aussi qu'on a sur notre territoire, en particulier de Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui des projets pilotes qui sont mis en œuvre avec des attentes sur des retours d'expérience sur lesquels on va devoir tous capitaliser, et que je mets en perspective tout ce que je viens de dire avec la notion de la volonté gouvernementale qui vise à mettre en place une carte vitale des bâtiments et à doter nos bâtiments, en particulier nos bâtiments publics neufs, hein, via un décret qui a été voté le 1er janvier 2017, d'un carnet numérique de suivi et d'entretien du bâtiment. Il faut savoir mettre en perspective les réflexions aussi de ce point de vue-là. Donc, j'ai envie de dire, rendez-vous dans quelques mois, dans quelques années, pour voir comment fonctionnent les jumeaux numériques sur notre territoire. Voilà, et je conclurai en disant qu'on a, nous, la conviction à GRBIM qu'associer les data et le visuel, ça nous permettra de mieux piloter la maintenance et de véritablement faire des économies. Super, merci beaucoup. Donc, effectivement, Merci. c'était plus précis et on voit bien les différents intérêts. Je voulais ajouter 2 points, après je passe tout de suite parce que, comme j'ai dit, il faut essayer de garder le timing. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'événement du 2 juillet. Jusqu'à maintenant, ils étaient réservés, mais aujourd'hui, celui-ci sera ouvert pour 2 raisons. On ne sait pas exactement comment ça sera organisé. Et l'idée, c'est sur ces sujets-là d'être, on va dire, écuménique. Donc, je vais passer la parole maintenant à Level S3D. Et après, j'ai vu quelques questions tomber sur le chat. Je pense qu'il y aura des choses intéressantes à soulever. On ne peut pas les poser en ligne comme ça, non? Si, mais on fait d'abord les témoignages et après on fera question-réponse. Okay. J'ai vu que parmi les personnes qui étaient connectées, il y a aussi Cédric Ferrero de Géosat, donc qui ne travaille pas directement là-dessus, mais qui a des solutions pour la partie numérisation. Donc, je passe la parole à Level S3D. Merci. Je partage l'écran. Voilà. Bonjour à tous.
Donc, je suis Cyprien Blanchard. Je suis responsable, moi, du développement commercial chez Level S3D et donc aussi de sa filiale S3D Service. Donc, en fait, on a deux entités aujourd'hui, tout simplement car on a voulu distinguer nos deux activités. C'est-à-dire que d'un côté, chez Level S3D, on a une forte activité de R&D pour développer une application de scan 3D sur iPad. Donc, l'idée étant de démocratiser l'usage de la 3D auprès des acteurs du bâtiment et de la construction, qui n'ont pas forcément ni les ressources financières ni techniques pour s'équiper de scanners classiques à plusieurs milliers d'euros. Voilà. Donc, de l'autre côté, donc chez Level S3D, on développe et on vend nos produits, alors que du côté S3D Service, on fonctionne plutôt sur forme de prestation et on propose à nos clients un service clé en main pour créer le jumeau numérique, et je vais rajouter réaliste, de leur bâtiment, sinon je ne vais pas me faire que des amis, afin qu'ils puissent l'exploiter. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc l'idée de mon intervention, voilà, c'est de partager avec vous donc, notre vision, notre concept, notre expérience du jumeau numérique réaliste, et en particulier du bâtiment. Donc, on parle depuis des années effectivement de la digitalisation. Effectivement, le monde se digitalise, de nouveaux services apparaissent. Donc, Google en chef de file crée de la valeur en numérisant la terre entière et tout le monde en profite. C'est vrai que particuliers, professionnels, petits, grands, nous avons tous des raisons d'utiliser soit Google Maps, soit Google Street View. Et ce que fait Google en extérieur, nous, on va le faire en intérieur. Et je vais envie de rajouter avec une certaine confidentialité des données en plus. Pardon. Hop, hop. Voilà. Donc effectivement, à notre échelle, nous, on va créer de la valeur en numérisant l'intérieur des bâtiments, donc soit le bâti, les infrastructures, mais aussi le mobilier, les équipements, les machines. Et avec le jumeau réaliste des bâtiments, qu'ils soient industriels, tertiaires ou bien historiques, de nouveaux services vont apparaître également. Donc la création d'un jumeau réaliste by S3D Service nécessite deux choses. Alors d'abord, un relevé terrain de l'existant avec une plateforme intuitive d'avoir un relevé terrain et une plateforme intuitive par laquelle on va pouvoir visionner tous ces data intuitifs et interopérables également. Donc effectivement, dans un premier temps, on intervient sur le site du client pour relever l'existant. Nous, on a fait le pari d'utiliser des technologies mobiles et aussi complémentaires afin que l'intervention soit très rapide et n'empêche pas le site de continuer son activité. Et le gros du travail va se faire donc avec le chariot que vous voyez ici. Et si besoin, on complète avec notre application développée en interne sur iPad, donc S3D Capture. Notamment, on va l'utiliser pour des zones exiguës où le chariot ne passera pas. La double captation simultanée d'un scan 3D et de photos 360 a une importance cruciale pour la création du jumeau numérique réaliste. D'un côté, le scan 3D va permettre, déjà, on va le relever sous forme de nuage de points qui va garantir une fidélité absolue à la réalité. Et selon les besoins du client, nous pouvons garantir une précision de l'ordre du millimètre en plaçant des cibles avec des coordonnées GPS dans le bâtiment. On va parler là de slam encores. Le nuage de points, qu'on voit à gauche de l'écran, peut être utilisé pour modéliser une maquette 3D, voire une maquette BIM augmentée. De l'autre côté, les photos 360 vont permettre aux utilisateurs de s'immerger dans le bâtiment de façon réaliste et d'apporter une plus-value lors de la visualisation et lors de l'exploitation des informations dans leur contexte. Donc d'ailleurs, avec nos clients, on parle, voilà, que je disais, essentiellement de jumeaux réalistes du bâtiment. On arrive sur le deuxième pilier de notre service clé en main, c'est-à-dire la plateforme. Donc c'est une plateforme web qu'on appelle l'Indoor Viewer et que l'on peut, c'est une plateforme web, mais que l'on peut également installer on-premise
C'est important de préciser parce que je sais que dans l'industrie, notamment, ça a son importance. Donc, cette plateforme va vous donner l'accès à votre jumeau numérique réaliste. Elle est fonctionnelle, elle est intuitive et surtout, ce que je disais, interopérable. Et ça, c'est important. Effectivement, on peut faire remonter des données dynamiques issues de systèmes d'information présents chez le client. Donc, par exemple, on peut très bien faire communiquer le jumeau réaliste avec une GMAO, avec un automate, une maquette BIM également. C'est un des projets en cours. Une plateforme, n'importe quelle plateforme SaaS et des capteurs IoT, par exemple, ou des objets connectés. Donc, c'est vrai que c'est très important d'avoir un jumeau ou une plateforme qui puisse être enrichi en temps réel. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à l'immersion dans l'hôtel d'entreprise Le Phare, qui est basé à Troyes. Non. Voilà. Ça charge un petit peu. On va y arriver. C'est plus long que prévu. Peut-être couper ma caméra pour avoir plus de bande passante. Il reste 2 ou 3 minutes. Ouais, ça, on va se dépêcher. Si ça veut bien. La limite du virtuel. Ouais, je suis en campagne, j'ai pas un réseau qui est très très bon. Mais normalement, j'ai pas ce type de problème là. Peut-être que vous pouvez, pour le coup, avec votre talent de compteur, faire la description de ce qu'on aurait dû voir. Oui, effectivement. On arrive normalement donc dans ce que je disais, un hôtel d'entreprise pas très loin de Troyes. Donc, on voit le bâtiment dans son ensemble, puisqu'on a pris également les abords du bâtiment. Peut-être. Non. Vous voulez qu'on le lance depuis une autre machine avec une bonne connexion? Éventuellement, mais bon, si j'ai pas la main, ça sera difficile, parce que le but, c'est voilà, qu'on va naviguer dans le bâtiment. Et c'était pour illustrer le fait que vous aviez modélisé à partir des… Alors justement, nous, on ne va pas modéliser. Nous, on ne passe pas par la modélisation. C'est l'avantage aussi. Pour gagner du temps, on va simplement juxtaposer les photos 360 qu'on prend sur le nuage de points. Et donc, du coup, vous allez avoir possibilité de naviguer à travers ces photos panoramiques. Également, il y a une map 2D qui permet également de visualiser l'ensemble du bâtiment et de mettre à jour, si on veut, ces plans. Cyprien, ouais. Cyprien, oui, bonjour à tous, c'est Yannick Folliard, le président de la société. Moi, je suis sur le… Je vais peut-être juste prendre la main. Tiens, si tu peux, comme ça, je vais vous montrer tout de suite parce que je suis sur de ma connexion, c'est plus simple. Est-ce que tu peux départager parce que moi, je ne peux pas partager, donc je m'excuse d'arriver comme ça, mais ça sera plus simple. Je coupe et je vais vous montrer comme ça. Voilà. Okay. Est-ce que du coup, vous voyez mon écran? Oui. Voilà, très bien. Donc là, en fait, on a parlé d'indoor, mais par beau temps, évidemment, le lidar, le scanner qu'on utilise peut évidemment prendre les alentours en outdoor. Hein. Donc voilà. Donc le principe, c'est d'avoir des photos 360, c'est d'avoir des points d'intérêt. Ces points d'intérêt sont connectables à des systèmes d'information extérieurs et la maquette numérique. C'est pour ça qu'en fait, ce jumeau numérique réaliste, on l'appelle réaliste parce que là, on a vraiment une photo absolument parfaite du bâtiment dans lequel l'exploitant, lui, va devoir se repérer. La maquette numérique, c'est très, très professionnel, mais néanmoins, voilà, ce jumeau numérique-là est exploitable par un certain nombre de personnes. Donc, on a quelques fonctions. Par exemple, ici, je vais pouvoir aller vers ce point d'intérêt, mon armoire électrique. Et là, moyennant, par exemple, la technologie de Visio Algotech, qui est en fait une société qui fait des schémas électriques virtuels,
on va pouvoir connecter ce point d'intérêt sur cette installation numérique à leurs données à eux. Et là, ça prend tout son sens pour l'exploitant parce que du coup, à partir de ce jumeau numérique, il va être connecté à l'ensemble des données qui sont pour lui cruciaux, que ce soit les équipes d'intervention de l'exploitant ou d'autres, pour effectivement pouvoir intervenir sur le jumeau numérique, mais cette fois-ci en regardant bien et non pas à travers une maquette numérique qui a du sens, encore une fois, pour les professionnels, mais en tout cas, pour l'exploitant, ça a peut-être plus de sens d'être vraiment dans son jumeau numérique réaliste. Voilà, donc on peut, comme une visite virtuelle, faire une visite des lieux. Je vais vous faire, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on peut prendre des mesures, on peut faire un certain nombre de choses. On peut créer ses propres points d'intérêt. Et bien sûr, tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec certaines collectivités, notamment la région Grand Est. Eux, ce qu'ils imaginent, c'est qu'ils ont déjà des GMAO, ils ont déjà des systèmes d'information qu'ils voudraient synchroniser avec leurs jumeaux numériques. Et ces mêmes synchronisations, par exemple, sur un point d'intérêt, devra aussi rafraîchir et voire même donner l'accès à des données qui seraient hébergées dans la maquette numérique, physiquement dans des endroits 3D modélisés qui correspondraient à l'endroit physique du bâtiment. Voilà, donc j'ai essayé d'aller vite, mais pour vous montrer un peu le jumeau numérique réaliste. Okay. Donc je vais laisser la main à… Ouais, l'idée, c'est de pouvoir conclure pour laisser le troisième témoignage qui sera sur la partie… Oui, alors en conclusion, en fait, c'était citer un peu les cas d'usage de ce jumeau numérique, mais peut-être que lors des questions, on pourra le faire, hein, mais je crois que tout le monde a bien saisi les enjeux. Voilà. Excuse-moi, Cyprien, mais du coup, j'ai un peu repris la main. Merci beaucoup. Donc, ça éclaire effectivement cette partie, on va dire, qui mixe la réalité et ce jumeau numérique. Donc, le dernier témoignage, c'est Numi de IO, donc, qui travaille plutôt sur les process industriels. Donc, j'ai noté un certain nombre de choses, hein, pour à nouveau redonner un peu du cadre. Ce sont des axes qu'on travaille sur Digital Aquitaine, donc Smart 4D sur la partie usine du futur simulation, Topo sur la partie mobilité, l'e-santé, CETIC santé. Donc, j'ai vu, il y a un certain nombre de… Alors, c'était trop court, mais il y a plein d'acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. J'ai parlé tout à l'heure de Cédric Ferrero de Geosat. Je sais qu'il y a d'autres acteurs sur la maintenance prédictive, Fieldbox, etc., qui sont membres de Digital Aquitaine. Mais voilà, on a dû resserrer pour avoir un certain nombre de témoignages. Florian, je te cède la parole sur la partie, on va dire, usine et santé. Oui, bonjour à tous. Est-ce que c'est OK pour le son? C'est parfait. Oui, OK. Comme j'ai le masque, je ne savais pas si… Parlez un petit peu plus fort. Un peu plus fort, OK, très bien, merci. Alors, je vais vous parler rapidement déjà. Donc, je suis Florian Boudinet. Je suis product owner du produit qu'on appelle le Numi, qu'on développe au sein de l'entreprise IO. Donc, rapidement, l'entreprise IO, nous sommes basés à Pessac et nous faisons des Karakuri Kaizen, ce sont des équipements mécaniques qui vont assister les gestes des opérateurs sur les chaînes de production, donc principalement automobile, aéronautique et industrie d'assemblage. Donc, le but de ces équipements, c'est de réduire le temps opérationnel et réduire la pénibilité sur les chaînes de production pour que les opérateurs se fassent moins mal et fassent des gestes moins pénibles. Donc, réduire ce qui est la TMS, par exemple, les déplacements à outrance, ce genre de choses. Donc, dans ce cadre-là, historiquement, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on connaît réellement à la pénibilité, qu'est-ce qu'on connaît au geste, au travail dans le cadre industriel, et surtout, comment on peut porter ça dans le monde du numérique. Donc, on a commencé il y a maintenant 6 ans à faire un capteur porté. Donc, on allait équiper un opérateur pour pouvoir avoir ses gestes, ses mouvements, ses efforts, pour voir quelles sont les postures qu'il adopte au fil de son travail, de son process, quels sont les gestes à risque pour sa santé, les gestes qui peuvent le mettre en danger lui personnellement et ainsi que son entourage, et surtout à long terme, quels sont les TMS qui peuvent être déclenchés auprès de sa santé. Donc, on a sur la première version, qui était un capteur porté, c'était très mal accepté par les clients pour tout d'abord une problématique d'hygiène. Quelqu'un ne veut pas porter le même capteur que quelqu'un d'autre, que ce soit une veste connectée, que ce soit des gants, ce genre de choses. C'est très mal accepté, un problème d'hygiène, c'est assez contraignant. On voit de nos jours avec le coronavirus, là, les masques et les visières, c'est déjà compliqué à ce que tout le monde les mette en permanence. On voit que c'est contraignant.
Donc, on est allé sur une deuxième version qui est, on va dire, plus numérique, qui va être des capteurs indirects, avec un système un peu comme un système de scanner, où on va placer une espèce de borne, donc c'est le produit qu'on appelle Numi, à proximité de la personne qui travaille sur, sur sa zone de travail pour capter tous ces gestes, efforts, ces mouvements et situations d'inconfort au fil du temps. Donc ça nous a permis d'avoir l'historique des sessions de la personne, pouvoir rejouer quels ont été les mouvements. Donc on va avoir un avatar simplifié de la personne, juste pour avoir ses gestes, ses mouvements angulaires, sa rapidité, ce genre de choses. Suite à ça, on a testé chez des clients qui sont bêta-testeurs et on nous a fait un retour qui est assez intéressant. C'est les clients industriels, ils avaient une problématique de personnes qui étaient en restriction médicale. Par exemple, sur à peu près 1500 personnes, ils avaient 80 personnes en restriction médicale. C'est-à-dire que suite à des opérations, des accidents de la vie, alors, dans le cadre du travail ou en dehors, ils ne pouvaient pas intervenir sur certains postes de travail. Par exemple, s'ils ont un problème sur l'épaule gauche, ils ne pouvaient pas intervenir sur des postes qui sollicitaient trop ce genre d'articulation. Et la question qu'on nous a posée, c'est nous, on est très intéressés par votre solution, mais surtout sur la partie historique, la partie pouvoir cartographier, si vous voulez, l'usine, le process en termes de santé, de mouvement, de qu'est-ce que le geste de travail sur l'intégralité des postes. Donc, on va dire notre troisième version a été un système de bornes. Donc, on va poser plusieurs bornes dans l'espace de travail. L'idée, c'est de faire des mesures récurrentes, rapides, plus ou moins automatiques, sur différents postes de travail et surtout individuellement. Chaque personne va avoir un impact sur sa santé qui va être différent et donc à avoir le jumeau numérique vraiment pour avoir l'historique de chaque personne, de chaque poste, la topologie, ce genre de choses. Donc, on va dire, on va être sur de la maintenance prédictive, pas des équipements, mais des hommes, parce que l'industrie actuellement, c'est à plus de 65%, ça reste des êtres humains qui travaillent et pas des machines. Donc, ne pas oublier, si vous voulez, sur la partie jumeau numérique, le jumeau numérique de l'être humain et surtout la partie jumeau numérique du process que lui effectue. Le geste, c'est quoi? Un bon geste de perçage, de riffage. Est-ce qu'on va pouvoir comparer des stratégies de travail différentes entre, par exemple, un intérimaire et quelqu'un qui est là depuis 30 ans et qui va faire un geste peut-être plus économe en énergie pour sa santé, mieux s'économiser, faire de la meilleure qualité, ce genre de choses. Alors, je vais essayer de vous mettre une petite vidéo rapide de 1 minute pour vous présenter ça. Je ne sais pas si on va voir le son. Je vais partager mon écran. Tac. Ok, ça c'est pas bon. Est-ce que c'est bon? Oui, je pense que c'est bon. C'est bon. Alors, il y a des soucis. L'intelligence artificielle nous permet de dépasser les modèles traditionnels et de repenser le mouvement humain. Nous utilise une approche révolutionnaire qui va plus loin que les modèles standards. C'est-à-dire que nous décomposons le mouvement en gestes élémentaires, et ces gestes élémentaires vont constituer des phrases élémentaires, grammaire sur le travail humain. Cette approche novatrice nous permet d'avoir une meilleure compréhension, une approche descriptive du mouvement humain et des gestes. En termes d'application, on est capable, avec notre base de données, qui sera totalement ouverte dans le monde de la recherche, de pouvoir continuer des recherches sur le long terme dans le médical, par exemple, et d'avoir une meilleure idée de ce que c'est que la santé pour tous et de la santé au travail. Merci Florian. Donc voilà, alors juste pour terminer, donc, la direction actuelle du projet, suite à justement nos différentes itérations, elle est vraiment sur la constitution d'une base de données sur le travail humain industriel, si vous voulez. On s'est éloigné un petit peu de la partie purement 100% santé à un instant T très ergonomique pour se diriger plus sur une vision santé, une vision geste du travail, une base de données sur l'intégralité des gestes effectués dans l'entreprise pour voir différentes stratégies sur par exemple, différents sites industriels d'une même entreprise, ce genre de choses, et pouvoir avoir une cartographie comme ça. On va pouvoir avoir l'usine, l'ensemble des postes positionnés
on a une carte en 2D où on voit les postes et on voit sur chaque poste quel est, par exemple, ce poste-là, il a telle note de santé, il sollicite énormément le genou droit, donc il y a un risque sur cette partie du membre. On va avoir un historique individuel de chaque collaborateur, vu qu'on va faire des mesures régulières, on va savoir sur quel poste il a été. On peut dire attention, telle personne a été sur tel poste, puis tel poste était dangereux il peut développer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, par exemple. Voilà, donc on va avoir deux penchants, un penchant macro en termes de sur l'usine, voire toute la topographie, quoi. Et le deuxième, c'est la santé individuelle pour chaque collaborateur, à peu près dans les grandes lignes. Super. Merci Florian. Alors juste, je n'avais pas en introduction expliqué pourquoi tu étais masqué, mais c'est qu'il y a encore des entreprises qui sont au travail, vous avez de la production, donc tu es sur ton lieu de travail en train de travailler tout simplement donc avec le matériel nécessaire pour se protéger. Donc ceci expliquant cela. Oui. Voilà, pardon. Donc je pense que là, on a effectivement tenu à peu près le timing, donc il est moins le quart. Je pense qu'on peut se donner 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à certaines questions. Il y a pas mal de questions qui sont tombées sur le chat. Je ne sais pas, Laurent-Alexandre, comment tu veux, Laurent-Pierre, comment tu veux qu'on procède? Parce que j'ai vu, il y a des questions un peu précises. Il y a eu des réponses d'ailleurs sur le chat, sur la numérisation, le BIM, etc. Parce que là, on a nos 3 intervenants qui sont prêts à répondre, de même qu'Alexandre. Vous prenez la main, éventuellement, vous le faites par tout en bas à droite, vous avez dans réaction, vous mettez un pouce pour dire je veux parler, et puis ou quelqu'un se lance pour une première question. Oh. Je vais bien en poser une. Si... C'est bon, allez-y. Pour initier le processus. On entend peu parler dans les interventions de ce qui, à mon sens, permet de créer de la valeur dans ce que l'on appelle, dans leur grande diversité, les jumeaux, c'est-à-dire des modèles physiques à partir desquels on peut obtenir des informations parfois qualitatives, mais aussi quantitatives, quand les modèles le permettent, et de construire des scénarios de dégradation, enfin tout ce qui permet d'avoir une méthodologie de prédiction du comportement de l'objet auquel on attache une certaine attention. Qui peut répondre? Répondre sur ma partie. Rapidement, donc nous, on est en train de développer justement une grammaire sur les gestes. On est en train de détecter que une succession de gestes que les personnes font, développer justement une intelligence artificielle, si vous voulez. C'est un terme un peu vague, mais dans l'idée, c'est de pouvoir dire tel enchaînement conduit généralement à tel geste après, et ce geste est potentiellement à risque, ce genre de choses, pour pouvoir déclencher un non-don, déclencher une alerte, par exemple, pour la santé ou pour le process, ou ce genre de choses, détecter une situation anormale. Voilà. Donc, on essaie justement de faire sur la partie prédiction, comme vous avez demandé. Merci. D'autres réactions? Moi, je pensais sur ce sujet-là, alors ils ne sont pas là et comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des entreprises qui travaillent sur ces sujets, en particulier sur la maintenance prédictive. Les Fieldbox, c'est tout à fait ce type de solutions qu'ils ont mis en place et de problèmes qu'ils abordent. Autre question? Je veux bien tenter une question. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, un grand merci pour cette initiative et aux intervenants parce que c'est très riche et très complémentaire. Donc, je suis industriel sur un pôle de compétitivité, Aerospace Valley. Donc là, je vais prendre plutôt ma casquette d'industriel. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes bien entendu tous hyper intéressés par le jumeau numérique et a fortiori le BIM. Par contre, la problématique que nous rencontrons en industrie, c'est que 85%, j'ai envie de dire, de notre patrimoine industriel est déjà existant. Il est existant depuis, comme beaucoup d'industriels, depuis un paquet d'années. Et donc, avant d'arriver à avoir
un jumeau intelligent, intéressant, ben, il faut déjà numériser l'existant, déjà parfois avec des plans qui n'existent pas forcément. Puis après, il faut instrumenter tout ce petit monde pour le rendre communicant. Et quand on empile un petit peu, ben, disons, tout ce parcours, ben, on tombe vite sur des millions d'euros à la clé. Donc, ma question était la suivante, c'est déjà, est-ce que déjà au niveau du BIM, aujourd'hui, on avance sur des normalisations? Parce que le danger, des fois, c'est d'avoir tout recasser. Et sinon, en termes de numérisation et en termes de pouvoir, comment dirais-je, extrapoler à partir d'un nuage de points, identifier des objets intéressants, est-ce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des outils, des algorithmes qui permettent d'éviter un petit peu les heures carrées que l'on passe à retraduire des points, disons, en objets ou micro-objets à qui il faudra derrière donner vie. Je veux bien répondre principalement à la deuxième question. La première question, il me semble, je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être que d'autres pourront y répondre. Il me semble qu'on va vers une normalisation du BIM, qui est déjà bien présente. Ensuite, sur la deuxième question, nous, effectivement, en tant qu'éditeur de logiciels, on s'est basé sur cette problématique parce qu'en fait, on a conçu une application de scan 3D autonome qui est vraiment faite pour les petites surfaces et pour les TPE et les indépendants, hein, c'est-à-dire voilà, de quelle façon moi je peux m'inscrire dans cette digitalisation de mon métier, donc numériser aisément sans forcément avoir à sortir du matériel lourd. Et ce dont on s'est aperçu, et c'est 80% ou 90% de notre marché, c'est-à-dire que les gens ne sont pas formés ou n'ont pas la connaissance pour justement traiter ce nuage de points qui est un fichier brut et qui n'a pas tant de sens si évidemment on n'y met pas de l'intelligence. Et sur cette partie-là, on est vraiment en train de développer un algorithme qui aujourd'hui permet en fait de simplifier ce travail, c'est-à-dire qu'il va analyser la partie bâtie du nuage de points et il va la vectoriser. Et donc, on va passer d'un modèle de plusieurs mégas à quelque chose d'extrêmement simplifié qui va peser quelques kilos et qui va être une pré-maquette. Je dis bien pré-maquette parce qu'un algorithme tout seul qui travaille au sens géométrique n'aura pas encore l'intelligence nécessaire pour, par exemple, faire la différence avec une toute petite fenêtre, il va peut-être l'effacer. Donc, nous, aujourd'hui, on a effectivement cet algorithme qui fonctionne, qui s'appelle Automodel, qui à 60-70% va déjà commencer à simplifier le travail des infographistes, des BIM managers et de tous ceux qui doivent intervenir sur le nuage de points. Ensuite, on poursuit nos travaux et on met de l'intelligence artificielle là-dedans. On va faire de la classification pour qu'en fait, ce nuage, enfin, cette vectorisation soit encore plus intelligente et travaille mieux, va dissocier les murs des plafonds, les fenêtres, les ouvrants. Et après, quand on aura arrivé à un certain stade, on commencera à se rattaquer aux objets. Mais là, on est vraiment dans le domaine de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, nous, avec l'autorisation de nos clients, on a une base de données de nuage de points sur laquelle on est en train de créer cet apprentissage intelligent pour vraiment dire que cet algorithme, c'est vraiment se repérer dans un bâti. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Super. Philippe, oui. Il y avait Cédric, je l'ai dit tout à l'heure, Ferrero, qui travaille sur Geosat. Peut-être qu'il veut ajouter un mot parce que c'est vraiment un sujet qu'il maîtrise aussi. Oui, bonjour à tous. On travaille depuis 2004 sur les installations industrielles pour tout ce qui est notion de revamping, c'est-à-dire modélisation des usines à gaz, modélisation des tuyaux, des nœuds de rack, pour pouvoir projeter des nouveaux projets de réseau. Et donc, le retour d'expérience qu'on a maintenant depuis plus de 15 ans sur ces questions-là consiste, comme l'a souligné l'intervenant précédent, d'avoir une modélisation pour pouvoir faire une abstraction du modèle. Seul problème à ça, c'est que nous, de notre côté, on trouve que l'on perd la richesse en fait du nuage de points. Quand on parle de nuage de points, on parle de milliards de points pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre de données, mais qui ont une capacité de pouvoir enregistrer un niveau d'information extrêmement important, notamment dans l'intégrité du modèle. Et donc, faire une abstraction, c'est une solution légère qui va amener des coûts de gestion, mais il existe aujourd'hui des solutions industrielles lourdes, certes, mais qui sont dédiées à l'industrie, qui permettent plutôt de limiter cet effet de transformation et de passer sur les aspects de classification sémantique, et donc de raisonner dans un nuage de points des objets les uns par rapport aux autres. Et donc,
ça permet de limiter justement ces coûts de transformation qui sont extrêmement lourds, qui engendrent, comme tu dis Philippe, des heures carrées de transformation qui n'apportent pas de valeur ajoutée particulière. Donc voilà, je pense qu'il y a deux solutions. La solution préconisée précédemment, qui consiste à faire une abstraction du modèle, légère, très légère, mais qui est un peu coûteuse. Malheureusement, on n'a pas encore de solution, même si beaucoup y réfléchissent. Et une deuxième solution industrielle, qui, elle, permet de gérer des données lourdes, mais sur lesquelles on s'affranchit de l'ensemble de cette transformation. Voilà ce que je pouvais éventuellement dire, Antoine. Oui, Serge Chaumette, si je peux intervenir. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Je me présente rapidement. Donc, Serge Chaumette, je suis chercheur à l'Université de Bordeaux et je suis vice-président innovation de Préditic, donc une start-up bordelaise. Certains nous connaissent anciennement sous le nom de NFC Interactive. On travaille depuis 5 ans avec la SNCF et Vinci sur la LGV Bordeaux-Tours et on gère en fait la totalité de la partie numérique de la maintenance pour la SNCF et pour Vinci sur cette ligne-là. Les remarques que je faisais tout à l'heure dans le chat portent autour de la modélisation. C'est-à-dire qu'effectivement, la difficulté, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, et ça rejoint ce qui vient d'être dit, pour moi, c'est le passage sur des installations existantes, comme le disait Philippe tout à l'heure, de l'existant à une modélisation, avec toutes les imperfections qu'on connaît. On sait que ça, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, fondamentalement, même au niveau recherche, passer d'un objet physique à une modélisation, on ne sait pas faire, et le contraire, on ne sait pas le faire de manière non plus totalement exacte. Donc, ce sur quoi on travaille, nous, chez Préditic, sur la partie maintenance, et qui me semble important, c'est non seulement travailler sur des techniques d'IA intégrées dans la modélisation, donc dans le jumeau numérique, mais aussi être capable d'aller travailler sur l'information qu'on n'a pas modélisée. C'est-à-dire qu'il y a des inconnus dans le système. Si on connaît tous les paramètres, on va être capable de les calculer, je serais presque tenté de dire sans IA, même si on utilise de l'IA pour accélérer les choses, mais on va utiliser des indicateurs connus. Et ce qu'on a réussi à faire avec la SNCF, c'est aller dégager des données collectées, des indicateurs qu'eux n'avaient pas identifiés. Et je pense que là, il y a aussi un gros travail avec des techniques d'IA, c'est des choses que nous on met en place, par exemple, pour aller effectivement au-delà de la représentation qu'un être normal a de son monde physique, parce qu'il y a d'autres choses à aller pêcher à l'intérieur des données qu'on ne voit pas nécessairement dans une phase de modélisation. Ok. Je l'ai sorti tout à l'heure dans les différents exposés, mais je pense que c'est un feeling partagé et c'est vraiment fondamental, je pense. Ok. Alors, je vois que l'heure tourne. C'est un sujet qui justement touche un peu aussi la mobilité. Donc, probablement que ces sujets seront approfondis lors de l'atelier du 2 juillet. Donc, on voit que c'est riche, effectivement, que ce sont des technos qui commencent à impacter un certain nombre de marchés. Et le début de la présentation d'Alexandre donnait bien la dimension avec cette progression assez incroyable, j'allais dire, covidesque du marché. Parce que voilà, ça intéresse tout le monde de pouvoir utiliser des outils numériques avant de passer, on va dire, sur la réalité. Il est presque 15 heures. Peut-être une dernière question ou interrogation, et puis après on arrêtera là, si vous voulez bien. Il y avait une question dans le chat posée sur la différence entre le digital twin, le jumeau numérique, et la modélisation et la simulation synchronisée en temps réel. Est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu ça, précisant, j'ai trouvé que ces concepts étaient utilisés de manière interchangeable dans les présentations. Alors, je pense qu'il y a des gens peut-être un peu plus techniques que moi qui peuvent répondre à cette question. Rapidement, moi, avant de m'en aller, il y a quelqu'un dans le chat qui a posé une question sur la normalisation du BIM. J'y réponds très très brièvement avant de vous quitter. On est aujourd'hui en année 6 du BIM. Vous savez qu'on a une association française qui s'appelle Building Smart France Media Construct qui porte ce sujet à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, en France et à l'échelle mondiale, nous avons des réflexions de pré-normalisation et de normalisation. La normalisation, comme son nom l'indique, visant à fixer des normes et un cadre aux actions menées en BIM. Oui, on est en cours de normalisation, mais nous avons du mal, nous les Latins, à nous mettre d'accord avec les autres pays. La normalisation fonctionne très bien sur les pays nord-européens, fonctionne très bien sur certains pays nord-américains, je pense au Québec, fonctionne très bien sur les marchés nord-asiatiques. Nous, on a du mal à se mettre d'accord. Il y a des sujets d'actualité en ce moment, notamment la classification de la donnée au sein de la maquette numérique, les questions de normalisation, les questions de nommage, tout ça. Donc, on est encore en train de phosphorer. C'est des sujets encore un peu brûlants pour nous. Et on aurait dû avoir des réponses au BIM World cette année
mais qui a annulé pour les raisons que vous connaissez. C'est un sujet sur lequel je suis au sein de JRBIM complètement en veille. Donc, la personne qui a posé la question, si vous voulez m'appeler, j'ai donné dans le chat mon numéro de téléphone ou mon mail. Vous pouvez tout à fait les utiliser à bon escient. On pourra tout à fait échanger sur ces sujets-là. Voilà. J'ai un grand silence. Alors, merci beaucoup, Émilie. Donc, je vais te contacter. Voilà. Téléphone, j'ai à peu près du temps en ce moment. Je te le file. Je vous laisse m'appeler. Je suis désolée, Voilà. je dois vraiment vous quitter. Je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Okay. Merci Digital Aquitaine, merci Charlotte pour ce moment. Merci. Alexandre, peut-être que tu peux, si toi tu as un début de réponse sur cette question, est-ce qu'il y a une différence entre ces différents concepts, Digital Twins, etc., puis qui pour moi était un peu abordé au début. Tu as coupé ton micro. Dans le dossier, moi, dans les recherches que j'ai faites, j'ai toujours utilisé le terme de Digital Twin ou de jumeau numérique. J'ai pas fait attention à qui utilisait les termes modélisation. Enfin, moi, j'ai utilisé les termes modélisation et simulation, mais ça fait partie du process de réalisation d'un jumeau numérique. Donc, je utiliser de manière interchangeable, oui, parce qu'il faut modéliser et ensuite, quand on va faire tourner les algorithmes, on va simuler et voilà quoi. Donc, je ne peux pas répondre beaucoup plus que ça, personnellement. Peut-être que les autres intervenants qui sont plus dans la technicité peuvent répondre. Je vais bien me lancer. En fait, la base commune de tout ça, quand on parle de l'existence, c'est le nuage de points. Donc, il faut le numériser, quelle que soit la technologie. Après, c'est des questions de coût, ou voire même de précision. Nous, par exemple, on utilise Chariot mobile. Donc, on sait qu'il est très rapide parce qu'il est mobile. Mais par contre, pour numériser précisément une usine, par exemple, chez Michelin, pour ne citer que, j'aurais pu en citer d'autres, il est tout à fait possible qu'on embarque un partenaire. Et voilà, c'est cela là-dessus que je veux focuser. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'une entreprise peut savoir la solution à toutes les questions qui ont été posées. Digital Twin, modélisation et simulation. Mais la base commune, c'est bien la digitalisation de la donnée. Donc, elle peut être scannée, elle peut être modélisée parce qu'on a des plans, parce qu'on a un modèle 3D de départ d'une machine ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, nous, avec nos partenaires, c'est effectivement donner du sens entre le jumeau numérique réaliste. Ce qu'on appelle, nous, réaliste, c'est des photos 360 que n'importe qui peut consulter à partir d'un navigateur web, ce qui est moins aisé sur une maquette BIM, qui va, elle, comporter beaucoup plus d'informations, mais qui aussi va avoir son importance, puisque ça va être vraiment autour de cette modélisation BIM qu'on aura la charte et un certain nombre de données. Ce qu'on essaye de faire pour répondre en fait au marché, c'est qu'on essaye de synchroniser ces plateformes. C'est-à-dire que si on met à jour dans la maquette quelque chose, ou si quelqu'un sur place, dans le bâtiment ou l'usine, met à jour une donnée, il faut qu'elle puisse se retrouver simultanément sur les systèmes d'information de nos clients. Donc, on essaye de créer ces passerelles. Ça veut dire que nous, tout seuls, Level ou S3D, on ne répond pas forcément à toutes les problématiques. Donc, on s'entoure de partenaires pour répondre à une vraie problématique de synchronisation et d'utilisation in fine par le client. Et c'est ça qui est important. Et un dernier exemple, il y a aussi évidemment dans des usines, on aura besoin de simuler à partir d'objets 3D et ça va encore être autre chose qu'un viewer IFC ou que Revit. Ça va être une autre plateforme, une autre utilisation qui va nous permettre de simuler la pratique ou le rendement d'une machine. Mais l'idée, c'est que si on utilise ces outils-là, c'est qu'il y ait un agrégateur de toutes ces données. Et par exemple, l'Indoor Viewer qu'on vous a présenté peut tout à fait être l'agrégateur de toutes ces données. C'est comment je vais exploiter dans ce monde du digital twin et de la modélisation, comment moi, exploitant, je vais pouvoir m'approprier ces outils. Donc, c'est là-dessus que nous, en tout cas, on accentue notre travail. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Parfait. Il est 15h02. Je pense que Laurent Pierre, on va s'arrêter. Et voilà, je pense qu'on a ouvert un certain nombre de pistes. Je vous redonne les différents rendez-vous. Donc, en juillet, concernant Digital Aquitaine Topos et Smart 4D.
Et puis les signaux numériques, il y a une grosse partie des signaux numériques pour Unitech sur les jumeaux numériques. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça a été enregistré, parce que tu l'as dit au début, Laurent Pierre, donc ça sera disponible, si vous voulez, en replay, les échanges qu'on a fait aujourd'hui. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vois que le nombre a baissé, on doit être 35, on est monté jusqu'à 45 ou 46 tout à l'heure, donc c'est plutôt un succès, je trouve. On voit que c'est technique et qu'on a ouvert un certain nombre de pistes qui seront intéressantes à poursuivre, en particulier sur certains marchés. Merci beaucoup et merci à Unitech et aux intervenants. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci.